Et on en reparle donc de ces déclarations, de cette proposition de Donald Trump, prendre le contrôle de la bande de Gaza. L'armée israélienne pourrait aider, on l'a appris, les Palestiniens qui le souhaitent à quitter justement Gaza. Pour en parler, nous sommes avec David Khalfa, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste du Proche-Orient et donc auteur de ce livre « Israël-Palestine, année 0 », le 7 octobre 2023, une onde de choc mondial. David, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Alors on parle effectivement de ce plan de Donald Trump. Bon ou mauvais plan, David ? Je crois que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Je pense que il faudrait relire en fait son livre The Art of the Deal, donc l'art du deal, qu'il a publié en 1987, et qui au fond explique très bien comment négocier en position de force. Moi, il me semble qu'il y a deux possibilités après ces déclarations. La première, c'est que réellement, il est convaincu que son projet puisse être mené à terme, et auquel cas, évidemment, c'est totalement irréaliste et farfelu sur le plan à la fois financier et logistique. La seconde option, et c'est personnellement celle que je privilégie, c'est qu'en réalité, il s'agit d'une posture, d'une stratégie de négociation maximaliste qui vise à dégoupiller une grenade à fragmentation pour ensuite ramasser la mise. Très concrètement, ça veut dire que pour obtenir 50, on négocie à 100. Donc il faut adopter une position maximaliste, ce qui est son cas. Et qu'est-ce qu'il cherche à obtenir ? Il cherche à redistribuer les cartes, à reconfigurer les rapports de force, à forcer surtout les pays arabes, notamment la Jordanie, l'Égypte, mais surtout les pays du Golfe et dont les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, à s'impliquer directement, concrètement, massivement, à la fois dans la reconstruction, dans le financement de la reconstruction de la bande de Gaza, dans la question de la gouvernance aussi post-Hamas, et bien sûr pour l'Arabie saoudite, dans une normalisation avec Israël. Alors on a vu par ailleurs la France, l'ONU réagir très fermement, dire que ce n'était pas une solution à long terme. L'ONU parle même d'un risque de nettoyage ethnique. Est-ce que vous êtes d'accord ? En tout cas, s'il était appliqué comme le président américain, si vous voulez, l'a expliqué hier, oui, enfin, il y aurait une violation massive du droit international, parce qu'il faut quand même demander aux premiers intéressés s'ils seraient d'accord pour quitter massivement la bande de Gaza. D'ailleurs, je note au passage que la Maison-Blanche, la porte-parole de la Maison-Blanche... oui, il y a eu un rétropédalage. Le secrétaire d'État américain, exactement, ont rétropédalé ce matin en précisant qu'il s'agissait d'une relocalisation temporaire et non pas permanente. Mais encore une fois, je crois que les déclarations de l'ONU et du Quai d'Orsay, de mon point de vue, alors évidemment, ils sont dans leur rôle, mais ils tombent quelque part dans le piège tendu par Trump, qui, encore une fois, vise précisément à faire bouger les lignes, à choquer, à provoquer un effet de sidération pour que, en échange, ses partenaires régionaux, notamment arabes, proposent une alternative crédible. Parce que pour l'instant, ça ne bouge pas de leur côté, ils traînent les pieds. Et vous savez, traditionnellement et depuis toujours, en réalité, les pays arabes ont manifesté une solidarité de façade avec les Palestiniens, une rhétorique de solidarité qui s'est pas traduit par un soutien concret en dehors d'un soutien financier, d'ailleurs qui en plus a été réduit à la portion congrue ces dernières années, notamment en raison de l'impéritie, de la corruption de l'autorité palestinienne. Et donc, là, il y a une volonté américaine, très clairement, encore une fois, de leur forcer la main, de les mettre face à leurs responsabilités, parce qu'en effet, une partie de la bande de Gaza est totalement inhabitable. Et qu'il faudra bien trouver une solution pour un certain nombre de Palestiniens qui ne pourront pas regagner leur domicile. Alors trouver une solution, effectivement, ce qui n'est pas évident. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit qu'une majorité des Israéliens sont contre l'établissement d'un État palestinien qu'ils jugent finalement comme une récompense au terrorisme du 7 octobre. C'est vrai que dans ce contexte, on a du mal à voir à quoi ressemblerait un futur État palestinien, David.
savez, je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Je pense que l'objectif, c'est quand même qu'à la fin, Israéliens et Palestiniens puissent vivre en paix et en sécurité. Et aujourd'hui, de part et d'autre, en réalité, la solution de l'État, elle est considérée comme étant très peu crédible. Il y a un scepticisme qui est partagé par les Israéliens comme par les Palestiniens. Et évidemment, c'est lié à, disons, à ces 2 dernières décennies, pas uniquement au 7 octobre et à la guerre qui en a découlé, Oui. mais plus largement à l'effondrement du processus de paix. Il n'y a pas de négociation entre Israéliens et Palestiniens depuis 2014, il faut quand même s'en souvenir. Hein. Donc on était sous l'administration de Barack Obama. Donc ça fait plus de 10 ans désormais. Moi, je pense qu'on est dans une nouvelle phase parce que, pour faire vite, les années 90 ont été marquées par ce que moi j'appellerais le paradigme le bilatéralisme, les négociations directes sous médiation américaine entre Israéliens et Palestiniens, seconde intifada, donc échec de ces négociations. Ensuite, une phase, un paradigme que je qualifierais d'unilatéraliste, retrait de la bande de Gaza de 2005 et de l'extrême nord de la Cisjordanie, mais qui s'est aussi traduit au moins comme conséquence indirecte par des guerres successives entre Israël et le Hamas, la première ayant commencé en 2008. Et puis enfin, je pense que depuis 2020, on est rentré dans une nouvelle phase que je qualifierais de régionaliste, c'est-à-dire une stratégie qui vise à contourner le face-à-face israélo-palestinien, dont on voit bien qu'il mène à un échec, Oui. en faisant rentrer dans la danse les pays arabes et notamment l'Arabie saoudite. Alors tout à fait. Alors la question de l'Arabie Saoudite, elle est très intéressante. On va y revenir, mais juste concernant ce qui se passe avec Trump, on a entendu l'Égypte et le Qatar, donc les médiateurs pour le cessez-le-feu, qui craignent que les propos de Donald Trump sur Gaza ne perturbent les négociations sur les otages. On sait que demain sera annoncé notamment les noms des otages qui seront libérés ce week-end. Est-ce que vous pensez aussi que ça peut mettre en danger ces négociations, le fait que Trump fasse ce genre de déclaration ? Alors, le cessez-le-feu, il est par définition fragile parce que il est séquencé en 3 phases. Donc là, on va rentrer dans le dur avec cette seconde phase. La question, c'est de savoir si en effet, vous avez raison, si ça peut avoir un impact négatif sur le déroulé du cessez-le-feu. Je crois pas, en tout cas pas dans l'immédiat, parce que c'est à la fois c'est l'intérêt du Hamas surtout, en réalité, que cette seconde phase soit menée à son terme pour aboutir à la troisième, c'est-à-dire un cessez-le-feu permanent, parce que l'objectif stratégique du Hamas, c'est de survivre aux assauts de l'armée israélienne, de faire en sorte que justement Israël ne reprenne pas les hostilités pour maintenir sa férule sur la bande de Gaza et au moins jouer un rôle indirect dans la future gouvernance après la guerre. Côté israélien, c'est beaucoup moins clair parce que, comme vous le savez, l'équation politique pour Netanyahou, elle est quand même passablement compliquée. Je pense que les déclarations de Trump visaient aussi à lui donner un peu des marges de manœuvre face à son aile droite. Ben Gvir a quitté le navire. Netanyahou est à la tête d'une coalition de 62 parlementaires sur les 120, donc majorité très courte. Si Smotrich quitte le navire à son tour, il sera à la tête d'un gouvernement minoritaire. Et donc avec la possibilité sérieuse d'élections anticipées. Donc la question qui va se poser désormais, c'est est-ce qu'il pourra s'appuyer sur ces déclarations de Trump pour faire passer la pilule de la deuxième phase, l'enclenchement de la deuxième phase, encore une fois, contre laquelle s'est opposé de manière assez ferme Smotrich. Est-ce que c'est de nature désormais à convaincre ce dernier, donc Smotrich, de rester au gouvernement, espérant que à l'issue de ce cessez-le-feu, la bande de Gaza ne sera plus entre les mains du Hamas et que les Américains joueront un rôle au moins direct dans la reconstruction de l'enclave. Alors vous parliez de l'Arabie Saoudite, David, et on va aussi évoquer la question de l'Iran, puisque c'est aussi une des questions qui a été à l'ordre du jour des discussions entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou. Alors sur l'Arabie Saoudite, c'est vrai, c'est le plan aussi de Donald Trump de créer cette normalisation après les Émirats, après d'autres pays avec Israël. Mais l'Arabie Saoudite a été très claire hier. Elle a dit elle ne normalisera pas ses liens avec Israël sans création d'un État palestinien. Donc on est encore assez loin d'une normalisation avec Riyad. Là encore, je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport aux déclarations des Saoudiens. On est dans un théâtre d'ombre. Et les Saoudiens et MBS connaissent
très bien Trump, la manière dont il fonctionne, la manière dont il négocie. Et donc, comme Trump, MBS fait monter les enchères. Pourquoi? Parce que les Saoudiens, à travers la normalisation avec Israël, veulent surtout obtenir les Américains un accord de défense et un soutien à un programme nucléaire dit civil. Et puis par ailleurs, évidemment, la fourniture d'armes de dernière génération, dont les bombardiers furtifs F-35. Et donc, pour négocier, encore une fois, pour obtenir 50, il faut demander 100. Donc c'est pour ça que les Saoudiens ne cessent de répéter qu'ils souhaitent un État palestinien aux côtés d'Israël. Oui. Ils savent que ce n'est pas possible dans les conditions politiques actuelles en Israël, mais aussi côté palestinien. Les conditions ne sont pas réunies, ils ne sont pas naïfs, mais ils doivent aussi, si vous voulez, prendre en compte l'opinion publique, une partie de l'opinion publique saoudienne qui est opposée à une normalisation avec Israël. Il faut rappeler quand même que l'Arabie saoudite est gardienne des principaux lieux saints de l'islam sunnite. Et donc ça, c'est un paramètre qui quand même pèse lourd dans la balance. Mais encore une fois, je suis absolument convaincu que cette normalisation israélo-saoudienne est possible. Moi, je fais le pari qu'elle peut même se concrétiser dans les 2 prochaines années, avant les prochaines élections, ce qu'on appelle les midterms aux États-Unis. Et qu'en réalité, avec ces déclarations, on est déjà dans une négociation entre Américains et Saoudiens. Un dernier point, David Khalfa, je vous le disais, donc l'Iran, c'est aussi un dossier, un sujet à l'ordre du jour. Donald Trump qui tempère en ce moment, on le voit, les tensions avec la République islamique. Il veut signer un accord, il privilégie la voie diplomatique avec Téhéran, et l'Iran se montre aussi ouverte aux négociations sur le nucléaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne, puisqu'on pouvait s'attendre de la part de Donald Trump à ce qu'il soit justement pour des frappes contre les sites nucléaires, comme le préconise d'ailleurs Israël, hein? Non, pas du tout, ça m'étonne pas du tout. On m'avait interrogé sur ce sujet il y a plusieurs mois pour les élections américaines. Non, enfin, c'est assez cohérent avec America First, c'est-à-dire avec cette vision de la défense des intérêts des États-Unis, la volonté de se désengager du Moyen-Orient, parce que très récemment, le Pentagone a publié un communiqué qui précisait que l'armée américaine se retirait de la Syrie. En fait, la stratégie de Trump, elle est très simple. Au Moyen-Orient, il veut stabiliser la région, s'appuyer sur ses partenaires régionaux stratégiques et historiques que sont Israël et l'Arabie saoudite pour leur sous-traiter la sécurité régionale. Et donc, une nouvelle guerre avec l'Iran, évidemment, c'est pas du tout quelque chose qu'il a envie d'envisager dans l'immédiat. Vous savez, il faut se souvenir de son slogan aussi pendant la campagne, « No boots on the ground », donc pas de soldats américains, pas de GI sur des champs de bataille, et encore moins au Moyen-Orient. Il faut se souvenir aussi des traumatismes irakiens pour les États-Unis, afghans, le retrait de l'Afghanistan sous Biden, qui avait été vraiment vécu comme une humiliation, qui a traumatisé l'état-major américain. Et donc, dans un premier temps, il va jouer la négociation avec les Iraniens, dont je rappelle quand même que le régime est au seuil du nucléaire. Et c'est pour ça qu'il a restauré les sanctions économiques contre le régime iranien pour les forcer à revenir à la table des négociations. Et l'objectif de Trump, c'est d'obtenir un meilleur deal que celui que Obama avait signé en son temps, le fameux JCPOA, dont Trump était sorti. Et c'est là, dans cette phase-là qu'on est en rentrée hier soir. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces explications, David Khalfa. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Israël-Palestine, année 0. Le 7 octobre 2023, une onde de choc mondial. Vous avez effectivement dirigé cet ouvrage. Je vous dis à très bientôt. Merci.